Depuis le 28 février 2024, nous vous avons proposé quelques petits extraits avec quelquefois des souvenirs, quelquefois des anecdotes sur la vie et l'œuvre de Marcel. Prenez maintenant le temps de toutes les voir d'affilée et prenez du plaisir à vivre dans les collines. Bonjour, bienvenue à la maison natale de Marcel Pagnol. Allez, suivez-moi. Alors, vous voyez cette carte de France juste au fond du salon? Eh bien, il faut savoir que Joseph Pagnol en dessinait pour les éditions Vidal-Lablache pour compléter ses revenus. Mais connaissez-vous vraiment le père de notre cher Marcel? Ce hussard noir, surnom donné par Charles Péguy aux instituteurs de la Troisième République, officier à l'école Lacanal à Aubagne et incarnait parfaitement la notion de laïcité. Il s'opposait farouchement à l'emprise de l'Église et prônait les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Joseph Pagnol a largement influencé l'œuvre de son fils. En effet, le personnage de l'instituteur, garant du savoir et de l'équité, y trouve une place centrale, notamment dans Topaz, Geoffroy ou bien encore dans Manon des Sources. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Olivier qui a une petite histoire à nous raconter. Prêt pour une petite anecdote sur Marcel Pagnol? Venez avec moi. Alors, Marcel Pagnol a tourné son film Angèle en 1934 dans les collines tout autour d'Aubagne. Mais pour ce film, il y a une petite anecdote. Clarius Barbaroux, joué par Henri Coupon, était comme moi. Il avait tendance à beaucoup bouger les mains. Et si vous remarquez, il a un bras en écharpe et il tient une fusil. Pourquoi? Tout simplement parce que Marcel préférait qu'il soit un peu plus statique. En lui mettant un bras en écharpe, en le faisant tenir un fusil, il ne bougeait plus. Technique de Marcel. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans les commentaires pour partager vos scènes cultes des films de Pagnol et à très bientôt pour de nouvelles anecdotes. Bonjour, bienvenue à la maison natale de Marcel Pagnol. Saviez-vous que Marcel Pagnol a été invité à plusieurs reprises à Hollywood dès les années 30? En effet, les plus grands studios américains étaient tellement impressionnés par son travail et son succès au théâtre qu'ils voulaient absolument collaborer avec lui. Mais il faut savoir que Marcel Pagnol avait une peur bleue de l'avion et a donc toujours refusé de traverser l'Atlantique. À cette époque, les avions sont bien moins sûrs qu'aujourd'hui et cela l'effrayait beaucoup. Pagnol va donc faire le choix de rester sur sa terre natale. Il a alors l'idée un peu folle mais brillante de créer son propre Hollywood ici, en Provence. Il va donc acheter 24 hectares dans les collines. Il demande l'aide à son ami maître maçon Marius Broquet. Celui-ci va donc construire plusieurs décors et Marcel y tournera certains de ses films comme Angèle, Requin ou bien encore Manon des Sources. Pagnol va alors réussir à créer son propre Hollywood provençal tout en restant fidèle à ses racines. Aujourd'hui, Olivier va nous parler de Paul, le petit frère de Marcel Pagnol. Vous êtes encore ici? Allez, accompagnez-moi. Tout le monde connaît la première phrase des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Je suis dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban, couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Mais pourquoi Marcel nous parle de chevrier? Tout simplement parce que le petit Paul, son petit frère, était chevrier, le dernier chevrier de Virginie. Paul est né en 1898. Il va naître avec certains problèmes au cerveau, il fera des crises d'épilepsie, et c'est pour ça qu'il deviendra plus tard chevrier dans les collines. Marcel essaiera de sauver son petit frère en lui payant une opération de la dernière chance en 1932 à Courtrai en Belgique. Malheureusement, le petit Paul va décéder et Marcel, fou de douleur, gardera à sa table de chevet un harmonica, l'harmonica de son petit frère que nous retrouverons dans le film Manon des Sources. Aujourd'hui, nous retrouvons Amélie qui va nous parler d'une passion de Marcel Pagnol peu connue. C'est beau quand même, hein. Mais vous saviez que Marcel était fasciné par le thème de l'eau? Il s'est même longtemps exercé à essayer de trouver des sources avec un bâton de sourcier. L'eau semblait même apaiser Marcel, et on retrouve ce thème dans pas mal de ses œuvres. En effet, on retrouve cette thématique dans plusieurs titres de films, comme Manon des Sources, qui fait partie du diptyque L'eau des collines, ou encore La fille du puisatier. Et même quand on ne la retrouve pas dans le titre de ses œuvres, l'eau joue un rôle primordial, comme par exemple l'orage qui force Lily et Marcel à se réfugier dans la grotte du Gros Hibou, ou encore celui qui a manqué de noyer Angèle dans le film éponyme. Maintenant que vous êtes au courant, gardez-le pour vous, car c'est comme les sources, c'est un secret et ça ne se dit pas. Bonjour à tous et bienvenue au petit monde de Marcel Pagnol.
Vous connaissez sans doute déjà Marcel Pagnol en tant qu'académicien, mais saviez-vous qu'il était un grand féru de sciences? En effet, Marcel a longtemps cherché à démontrer le mouvement perpétuel et a même déposé un brevet sur un boulon indéboulonnable. Mais son invention la plus surprenante reste sans doute la topazette. Cette petite voiture était équipée de 3 roues, 3 places et ne consommait que 3 litres au 100. Elle était pensée pour être accessible à tout le monde puisqu'elle ne devait coûter que 3000 francs. L'anecdote raconte d'ailleurs que lors des essais, elle fit, évidemment, 3 tonneaux dans le parc Borelli à Marseille. Le lycée technique Gustave Eiffel à Aubagne a même réalisé une reconstitution de la topazette en 2017. Cela va sans dire, le génie de Pagnol savait nous faire rêver autant au travers de ses mots que de ses inventions. Nous voilà au niveau du Taoumou, juste à côté de l'entrée de la grotte du Gros Hibou. Vous vous rappelez ce que Marcel nous a raconté et ce qu'Yves Robert a filmé? Nous sommes sur les véritables lieux. Marcel avec le petit Louis était parti braconner et en début d'après-midi, un énorme orage est arrivé depuis à l'eau. Les enfants sont allés se cacher. Où ça? À l'intérieur du Taoumé. Mais dans cette grotte où il y avait un passage, il y avait en plein milieu un hibou de grande taille que le petit Louis aura tout fait d'appeler le Gros Hibou. Saviez-vous que l'une des œuvres les plus emblématiques de Marcel Pagnol est née d'une manière assez improbable? Lors d'un dîner avec ses amis, Marcel, connu pour raconter ses histoires d'enfance, se laisse convaincre par la rédactrice en chef du magazine Elle de lui rédiger un de ses souvenirs pour un numéro spécial Noël. Marcel accepte du bout des lèvres, pensant que le projet serait vite oublié. Mais dès le lendemain, la rédactrice le rappelle et lui dit « Alors, tu as écrit quelque chose ?» Puis le jour d'après, et ainsi de suite. Lassé, Marcel finit par dire que oui, sans avoir encore rien écrit. C'est là que tout bascule. Hélène Lazareff, la rédactrice, lui fait envoyer immédiatement un coursier pour récupérer le texte. Face au coursier, qui lui explique qu'il risque sa place s'il revient sans le texte, Marcel promet de rédiger quelque chose en 2 heures, le temps que le coursier lave son vélo. Et ainsi, de cette promesse un peu improvisée est née une œuvre majeure de la littérature française, les souvenirs d'enfance. Nous voilà donc dans le vallon de Marcelin, là où Marcel a tourné l'un de ses tout premiers films qui s'appelait Angèle. Marcel est un précurseur du cinéma parlant en décor naturel. Marcel prenait aussi le son en prise directe, ce qui va poser quelques petits problèmes pour le tournage de ce film. En effet, dans le film Angèle, il y a des scènes tournées la nuit et d'autres où il y a même un orage. Malheureusement, comme vous devez l'entendre, on entend les cigales. Et Marcel était gêné pendant ces tournages. Il va donc trouver une solution. Il va engager des personnes armées de bâtons et de fusils. Et au début de chaque scène, il faisait tirer un coup de fusil en l'air et taper sur les arbres. Les cigales s'envolaient. Nous avions le silence pour 4 à 5 minutes. Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous bimensuel autour de Marcel Pagnol. Aujourd'hui, c'est Ornella qui nous reçoit pour nous parler de quelques croyances d'antan. Vous voyez cette petite fille sur la photographie? Eh bien en réalité, ça n'en est pas une. Il s'agit du petit cousin Pierre qui est l'enfant de l'oncle Jules et de la tante Rose. On croyait à l'époque que la mortalité infantile était bien plus importante chez les garçons que chez les filles. Alors pour tromper la mort, on déguisait les garçons comme des petites filles jusqu'à l'âge de 6 ans. En parlant de croyances, avez-vous remarqué que ce lit est bien plus petit que nos lits modernes? À l'époque, on pensait que la position allongée était uniquement réservée aux morts. C'est la raison pour laquelle on dormait en position semi-allongée pour déjouer le mauvais sort. En effet, à l'époque, les croyances et les superstitions étaient très importantes dans la vie de nos ancêtres. Elles dictaient leurs coutumes, leur quotidien et les protégeaient de l'inconnu. Bienvenue aujourd'hui au départ des Sentiers Pagnol. Nous sommes au niveau du domaine de la Font de Mai. Venez avec moi. Ce domaine de la Font de Mai s'appelle ainsi tout simplement parce qu'il y avait plusieurs sources d'eau, d'où le nom de source abondante, en provençal Font de Mai. On a gardé le nom de Font de Mai.
On dit aussi que ces sentiers sont le départ des chemins de Pagnol. Pourquoi? Tout simplement parce que ces petits sentiers ressemblent étrangement aux chemins que Marcel empruntait. Nous sommes sur de petits chemins de Provence, comme à l'époque de Marcel. Nous nous trouvons aujourd'hui dans les murs de l'ancienne école Lacanal, où Joseph, le papa de Marcel, a enseigné. Laissez-moi vous en raconter un peu plus. À 20 ans, Joseph sort de l'école normale, justement fondée par Joseph Lacanal, et Marcel nous le dit. C'est parce qu'il était sorti d'un bon rang que la déhiscence de la promotion ne l'avait pas projeté trop loin de Marseille, et qu'il avait atterri à Aubagne. Joseph reste instituteur à Lacanal de 1888, début de sa carrière, jusqu'en 1897, où il va être muté à Saint-Loup. Et au début de sa carrière, Marcel nous dit qu'il gagnait exactement 54 francs, ce qui fait aujourd'hui 242 € à peu près. Les premières années, Joseph habite au-dessus de l'école, mais quand il rencontre la douce et tendre Augustine, c'est le maire de l'époque qui va les reloger à titre gracieux au 16 cours Barthélemy, là où va naître Marcel. Et d'ailleurs, Marcel n'a jamais mis les pieds à l'école Lacanal. Aujourd'hui, l'école Lacanal est devenue le SATIS, le département de l'image et du son de l'université Aix-Marseille. Cependant, comme Marcel qui est devenu professeur puis cinéaste, l'école Lacanal est passée d'un enseignement général à une école de cinéma, le SATIS. Suivez-nous pour une escapade au sommet des collines, depuis lequel Olivier nous fait découvrir un paysage emblématique. Nous voilà devant le panorama des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Marcel, c'était un petit garçon de la ville. Il était tout le temps avec son papa, à l'école de son papa ou dans la classe de son papa. Et un jour, quand les Pagnols vont arriver dans le village de la Treille, il va avoir tout ceci. Ça va devenir le terrain de jeu de ses vacances. Le petit Marcel qui passait son temps en ville va aller maintenant dans les collines, dans la garrigue. Il va rencontrer le vallon de Passetemps, il va voir le Taoumé. Il connaîtra aussi Tête Ronde, Tête Rouge, tous ces lieux qui vont devenir magiques. On peut comprendre aisément que ces lieux soient devenus le centre de son univers. Regardez comme c'est beau. Si je vous dis « tu me fends le cœur », ça vous évoque forcément une scène particulière. Bien sûr, nous avons tous en tête la fameuse partie de cartes, scène majeure qui a fait la renommée de Pagnol. Mais saviez-vous que cette scène culte, que l'on apprécie encore aujourd'hui, a bien failli ne jamais exister? Marcel Pagnol avait en effet écrit cette séquence, mais a décidé finalement de la retirer de la pièce. Il trouvait celle-ci trop longue et surtout qu'elle ressemblait plutôt à un sketch, ce qui ne correspondait pas à ses visions de l'art et du théâtre à ce moment-là. Mais Rému ne l'entendait pas ainsi et il était hors de question qu'il passe à côté du potentiel de cette scène. Il alla voir Léon Volterra, le directeur du théâtre de Paris, pour lui parler de ce sketch extraordinaire qu'il aimerait beaucoup jouer. Tous les deux vont alors insister auprès de Pagnol pour intégrer cette scène à tout prix, et Marcel va finir par céder et l'intégra vers l'avant-dernière répétition. Une fois la pièce terminée, la troupe a droit à une ovation, et Pagnol réalise alors le succès indéniable de cette pièce. Pagnol, forcé de reconnaître la clairvoyance de Rému, se rendit alors discrètement dans sa loge et écrivit sur son mur « Monsieur Rému est un génie, signé Pagnol ». Mais il y a tant à dire sur la relation entre Pagnol et Rému. Mais ça, je vous raconterai une prochaine fois. Ça y est, c'est l'été et il fait chaud. Il est temps d'une petite pause fraîcheur à l'ombre d'un arbre. Je crois d'ailleurs qu'Olivier nous y attend. Nous voilà arrivés devant un arbre un peu particulier. Yves Robert a tourné son film La gloire de mon père par ici. Il souhaitait tourner des scènes là où Marcel avait grandi. Il a choisi cet arbre pour une scène qui a dû vous marquer vous aussi. La fameuse rencontre entre Marcel et Mondé Parpailloun, le fameux braconnier, qui savait comment attraper les cigales. Marcel et le petit Paul vont le suivre. Ils vont arriver à côté de cet arbre où des cigales étaient positionnées. Ils vont les attraper. Le soir, arrivés à la Bastide-Neuve, Joseph et oncle Jules seront surpris. Ils entendaient les cigales beaucoup plus proches. Les enfants les avaient dans les poches. Comme vous l'avez peut-être déjà entendu, des bobines de la prière aux étoiles ont récemment été retrouvées. Un film inachevé de Marcel Pagnol que l'on croyait perdu depuis 80 ans. Mais pourquoi ce film avait-il disparu? En 1941, en pleine occupation, Marcel Pagnol travaillait sur une trilogie ambitieuse. Confronté à la pression des Allemands qui souhaitaient s'approprier son œuvre, Marcel Pagnol trouvera diverses excuses et ira même jusqu'à annoncer publiquement être devenu aveugle. Par la suite, il prit une décision radicale. Il décida de détruire une partie des bobines afin que son travail ne tombe pas dans les mains de l'ennemi. Pendant des décennies, le film semblait perdu à jamais. Très récemment,
Un étudiant a découvert dans les archives du CNC 80 minutes de séquences parfaitement conservées. Cette découverte a bouleversé la famille Pagnol et ce film pourrait être révélé au public en 2025, à l'occasion des 130 ans de la naissance de Marcel Pagnol. Ce film qu'on croyait effacé de l'histoire pourrait bientôt renaître. Un héritage artistique retrouvé et l'espoir de voir un jour la prière aux étoiles dans toute sa splendeur. Si vous souhaitez partir à la découverte des sentiers Pagnol, rejoignez-nous pendant les vacances et le lien est en description. Aujourd'hui, Olivier nous emmène explorer un lieu emblématique immortalisé par Marcel Pagnol, le célèbre puits de Rému. Marcel a tourné le film La fille du puisatier au début de la Seconde Guerre mondiale. Et il est venu tourner ici dans ces collines à la sortie d'Aubagne, l'endroit qu'il préférait sur Terre. C'est le seul film de la carrière de Marcel où on pourra voir en même temps et Rému et Fernandel. C'est pour ça qu'on a remis ce puits en état et qu'on appelle ça le puits de Rému. Comme je vous le disais, c'est la première fois où Rému et Fernandel seront ensemble et malheureusement la seule fois de leur carrière avec Marcel Pagnol. C'était deux grands acteurs, mais ils avaient des égos démesurés. Marcel, tous les soirs, devait vérifier qu'il avait 10 gros plans de l'un pour 10 gros plans de l'autre. Tout le monde se posait la question comment Marcel allait faire avec l'affiche du film. Marcel ne s'est pas compliqué l'existence. Il va écrire en gros La fille du puisatier, Josette D, Rému et Fernandel en tout petit. À tel point que Rému disait chaque fois « Blanche-Neige et les deux nez ». Bonjour à tous et bienvenue au cœur de la garrigue provençale. Aujourd'hui, Olivier nous guide sur les traces de Lili, le petit frère des collines de Marcel Pagnol. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de Marcel et du petit Lili. C'est dans ces environs que Marcel a rencontré pour la première fois celui qui allait devenir son petit frère des collines. Mais qui était ce petit Lili des Bellons? Lili des Bellons, en réalité, s'appelait David Magnan. Mais comme il habitait le quartier des Bellons, on l'a surnommé ainsi. Sa grand-mère lui avait donné le surnom de Lili, d'où Lili des Bellons. Lili, c'était un petit paysan qui n'allait pas souvent à l'école. Par contre, il connaissait tout ce qu'il y avait à connaître dans les collines. C'est lui qui va tout apprendre à Marcel de la vie paysanne, de la vie pastorale. Et leur première rencontre s'est faite dans ces collines. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette année. Maintenant, c'est à vous de faire vivre la mémoire de Marcel Pagnol et on se dit à bientôt pour de nouvelles histoires.